Tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur notre antenne. Oh là là, voilà, elle est meilleure comme ça. En ce jour, nous aurons l'occasion pendant ces 2 heures de temps d'antenne, justement, de passer un excellent moment en votre compagnie, mais surtout nous tenterons tant bien que mal de comprendre encore les nombreuses questions qui se greffent à la République aujourd'hui. Et bien là, vous êtes très nombreux encore ce matin à nous retrouver, comme le veut bien sûr la tradition. Et bien évidemment, comment comprendre que les dernières injonctions de M. Georges Olanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local, en direction des maires jusqu'ici, ne soit toujours pas respecté, injonction qui lui imposait en même temps de demander à ses maires de faire des rapports sur la gestion des fonds Covid-19 qui leur étaient attribués. Où en sont-ils véritablement? Comment au final au Cameroun on choisit de ne pas communiquer sur des sujets aussi importants et cruciaux de la République? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en soit dans cet état de nature? Au-delà de la question portée en direction du ministre du développement, de la décentralisation et du développement local, les maires du Cameroun peuvent-ils au moins dire aux Camerounais ce qu'ils ont fait de ces fonds Covid-19? Pourquoi se taire devant une telle situation comme ça a été le cas avec, on dira, les 180 milliards de francs CFA jusqu'ici non justifiés? Et au-delà de la question portée à votre endroit ce matin, une question qui finalement a tué la jeune Mirabel. Depuis hier soir, ça fait le tour de la toile. Beaucoup de Camerounais en parlent. Indignation, on va dire, générale. La jeune fille qui, souvenez-vous, il y a quelque temps, était passée sur la toile, se faisant passer pour celle-là qui se serait retrouvée dans une sextape, a quelques semaines après été violée justement par des individus encore mal connus. Au-delà des nombreuses plaintes et des attaques en même temps, la jeune, hier, est décédée dans un hôpital ici même à Douala. Et intervention faite sur les antennes de radio Equinox dans le cadre du journal à 19h. Le frère aîné est revenu sur la situation. On en parlera assurément au courant de cette édition de 10-12, le Zénith. Charles Amel Mbathiou est avec nous ce matin. Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey-Engelek, y compris Isabelle Carozepetz, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. Nous serons servis. Bombok, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour M. Ngachou-Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Nous le disions ici dernièrement par rapport à la famille dont on a laissé le corps passer 2 ans à la mort. Je disais, je reviens dans ces mêmes logiques pour parler des problèmes de succession. Et j'interpellais justement les 2 frères de Nubayou qui ne veulent pas qu'on enterre son père là. Le même problème se pose ici, la famille Levet. Ils sont 9 ayants droit à qui on ne veut pas laisser jouir des droits de succession de leur père, mais on crée un groupe des ayants droit Levet. Voilà comment on t'entend. Mais sauf que m'appelle Levet, allez-y, cher mon fils, vous avez saisi le maire, c'est comme ça, on pense au moins qu'il pourra revenir, vous aider dans cette procédure-là pour que le groupe ayant droit, alors que les ayants droit 9, ils sont connus. Voilà comment on a dans les successions de nos familles, on ne sait pas ce qu'il en est, on perturbe la quiétude de ceux qui sont passés. Et quand ceux qui sont passés ne donnent plus l'énergie nécessaire à leur descendance, nous devrons comme ça, nous aurons nos yeux pour pleurer. Voilà très comment bien. se passe en le fait. Merci, c'est bien entendu ce matin, mon Bengan, en espérant bien évidemment qu'il y ait une solution rapide autour de cette question évoquée sur notre antenne. Charles Lamel, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Il faut dire que ces problèmes de succession sont on ne peut plus grandissants dans la ville de Douala. Et précisément ces cas où Monsieur Michel Ngachou on a pris la peine d'écouter, 9 ayants droit, une seule dame qui décide de tout prendre. Elle a allégé la caisse familiale, Bombok a omis de le dire, vidé tout l'argent à laisser par les parents, plusieurs millions de francs CFA. Elle évolue en complicité avec certaines autorités administratives et de la justice, certains présidents de tribunaux, certains avocats, certains greffiers. C'est toute une bande organisée qui se sont installés, M. Michel Ngachou, sur cette affaire de la succession Levet. Ou avant que la décision ne tombe, on vient dire au 9 ayants droit, vous avez fait la requête ainsi, vous avez porté plainte. Non, voici le résultat. Et quelques jours après, c'est le résultat qui sort. Monsieur Michel Ngachou, on est quand même en train de se demander, mais où va la famille? On a accusé des familles polygames, c'est comme ça. Mais même dans une famille monogamique, on se retrouve à avoir 9 ayants droit, une seule personne s'arrange
Mais c'est grave, devant les présidents des tribunaux, les greffiers, devant... C'est une situation quand même qui interpelle sur la crédibilité de la justice au Cameroun aujourd'hui. Et vous parlez bien sûr d'une affaire Levette et ça fait bien sûr scandale au non seulement dans cette famille, mais là, la justice, son image est sauvagement et gravement entachée dans ce dossier, cher Lamel. Tout à fait, c'est pour ça que je dis souvent à mes filles ici que laissez la polygamie tranquille. La polygamie peut même vous sauver. Quand vous avez une maman qui devient acariâtre, qui décide de détruire la famille de son mari, c'est un problème. Et là maintenant, il va laisser les successeurs, parce qu'il faut dire ces choses, ces successeurs qui n'auront plus de connexion spirituelle avec leur papa défunt, ça va se replier sur eux. Parce que c'est comme si la société a validé l'injustice. Ça veut dire que quand les tribunaux, les institutions accompagnent le faux, c'est comme si on veut valider le faux. Et c'est admis que le faux a été validé. Donc c'est mauvais. C'est un sujet en même temps qui mérite jusqu'ici une belle enquête. Nous y reviendrons justement, madame, messieurs, pour mieux comprendre où en sommes-nous véritablement avec la justice aujourd'hui, puisque la justice est carrément incriminée. Et quels sont les procureurs qui tiennent quand même ce dossier entre les mains et qui ont choisi justement d'en faire ce qu'ils veulent. Isabelle Carozopet, ça va bien ce matin? Vous êtes en débat, vous êtes en discussion, bon, Bengan sur le plateau. Hein. Non, elle me soufflait que c'est bien avec mon beau. J'ai eu l'impression que ces cheveux vous mettaient mal à l'aise. Non, elle a l'obligation de me dire, voilà. de rendre gain. Bonjour à vous Isabelle Caro, ça va? Bonjour Michel Ngachou, bonjour Bonbon Bengan. Bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Je crois qu'à 25 ans, on a encore beaucoup de choses à donner. À 25 ans, on a la fleur de l'âge. À 25 ans, on commence à peine à pouvoir mettre ses marques, mais quitter ce monde à 25 ans dans des circonstances trop, c'est assez difficile quand même à digérer. Voilà, on a très bien compris pour la jeune Mirabelle. Bonjour à vous Dominique Audrey. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je ne vais pas revenir sur ce qu'on éprouve après le décès de Mirabelle Lingom, mais dire que depuis le début de la rentrée, entendez hier, dans les établissements scolaires, on voit les petites filles arriver avec les mèches sur la tête. Ouais. Ça veut dire quoi? Envoyer les enfants de la maternelle, de l'école primaire à l'école avec les mèches, avec les cheveux défrisés. C'est quoi le projet? Pourquoi on accepte ce genre d'enfants dans les établissements scolaires? Parce qu'il ne faut pas dire que c'est parce que l'enfant est encore en bas âge qu'on peut encore faire un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut avoir une certaine rigueur quand il s'agit de l'école. Et ces enfants, vraiment, pour des écoles sérieuses, ça n'entre pas. Des enfants avec de telles coiffures ne devraient pas entrer dans les établissements scolaires. Donc, on interpelle bien sûr les parents, les mamans qui nous regardent ce matin et qui laissent encore les enfants aller à l'école depuis hier avec les mèches sur la tête. Il y a d'autres qui coiffent seulement pour ça. Ouais. Qu'elle a coiffé l'enfant dimanche pour que l'enfant aille à l'école avec les mèches sur la tête. Les mamans ça nouvelles quoi? qui refusent de nous écouter, Charles Amel et moi. Voilà justement. Eh bien, puisque vous parlez d'école, on va dans un instant rentrer dans l'histoire du jour. Mais avant, rappelez que la ministre des Enseignements secondaires vient de faire savoir qu'elle n'a pas été impliquée dans la question des 2000 francs de frais de Clean School, qu'elle ne se reconnaît pas dedans. Alors, on se demande au final qui a signé cette circulaire. Qui est celui qui se cache derrière cette circulaire, imposant bien sûr aux parents du Cameroun de donner 2000 francs de school clean. Et là, la ministre dit aujourd'hui qu'elle ne se reconnaît pas dans cette signature. Non, qu'on arrête ça, monsieur Michel Ngachou, qu'on arrête ce jeu. Qu'on arrête ce jeu qui va... Ça va plomber finalement. Vous voulez qu'on en parle? On en reparlera, Charles. Permettez. Elle a laissé que les parents payent d'abord. Pourquoi? On en parlera, puisqu'on va justement faire un là-dessus. Est-ce qu'on va restituer cet argent aux parents? On en parle tout à l'heure. Mais vous avez ouvert ce débat, on ne peut pas laisser ça comme ça, Michel. Surtout qu'elle est à l'écoute de ce programme. Parce que les parents ne cessent de réclamer cet argent. On y reviendra. Les établissements scolaires, vraiment... Je vous le rassure, on y reviendra. Ça ne va pas, ça ne va pas, Michel. On va comprendre justement l'attitude de la ministre aujourd'hui qui dit ne pas se reconnaître 2000 francs CFA. Mais avant, l'histoire du jour signée Dominique Audrey. On reste dans les écoles avec l'histoire de ce jeune homme d'à peine 20 ans qui est à l'université. Il dit que l'Église a tué sa famille, l'Église a désuni toute sa famille. Il dit que sa mère est catholique
et qu'il a grandi dans ça, dans ce mood-là. Il s'est retrouvé dans la ville de Berthois pour aller poursuivre ses études chez son oncle qui a un peu d'argent. Il faut dire que sa pension coûte sensiblement 400 000 francs et que ses parents ne peuvent pas payer cette somme dont son oncle paye les frais de son écolage. Il dit également que depuis qu'il est arrivé dans cette église, il a trouvé que son oncle et sa famille étaient dans une église adventiste du 7e jour. Là-bas, les femmes ne portent pas de bijoux, là-bas on ne mange pas de porc, on ne mange pas de crevettes, on va à l'église tous les samedis. Et on ne mange pas le porc, donc selon Lévitique chapitre 11, donc il respecte scrupuleusement ça. Donc il est arrivé, son oncle lui a dit le premier samedi, toi tu nous suis, on va à l'église, parce que sache que comme tu vis ici chez moi, tu vas devoir marcher comme je veux. Et chez nous ici c'est Dieu, c'est l'église et tout, donc tu vas devoir t'y arrimer. Il y est allé et son oncle est allé au point de lui dire que comme tu vois là, sache que tu vas te faire baptiser là-bas. Il appelle donc sa maman pour faire savoir à sa mère que voilà, tonton est à l'église et il dit que je dois me faire baptiser. Sa mère lui a dit non, non et non. Si tu essaies de te faire baptiser dans cette église-là, moi, je vais te tourner le dos. Tu vas aller à l'église tout simplement, mais tu ne t'impliques pas profondément dans leurs activités, encore moins le baptême. Sa mère fait donc convoquer son frère et autres à une réunion de famille. Et son oncle lui a dit, le frère de sa mère, il a fait savoir à sa mère que ton fils, s'il reste chez moi, va devoir suivre les prérequis qui encadrent la vie chez moi. Il va devoir se faire baptiser. Donc, à chaque fois qu'il y a une réunion de famille et que la question de la religion s'oppose, ça part en sucette. Des gens font des cacas nerveux. Donc, c'est intenable pour lui. Le jeune homme a appelé sa mère pour dire à sa mère que maman, moi, je ne peux plus continuer les études là-bas. Sa mère lui a dit, supporte, tu sais que ton père et moi, on ne peut pas payer cette somme et que pour pouvoir réussir dans la vie, il faut souffrir un peu. Mais de l'autre côté, il ne veut plus rester là-bas parce qu'il ne veut plus aller à l'église. Il ne sait donc pas trop comment faire. Il reste, il supporte avec la vie qui est difficile, ou alors il rentre chez ses parents dans la ville de Bafoussam, se débrouiller avec du moins qu'il abandonne les études. Voilà, c'est un problème d'église aujourd'hui, Dominique Audrey. L'imposition justement des règles ou des principes lorsqu'on vit chez quelqu'un. Voilà. Et puis son problème, c'est de faire quoi concrètement? Partir, rester? S'il reste, il va devoir continuer à l'église. Voilà. Mais surtout, et s'il part, s'il reste, il va à l'église et on paye les études. Mais surtout, il estime que l'église a divisé sa famille aujourd'hui. Oui, puisque sa mère est catholique et ne s'entend pas avec son oncle qui est adventiste. On ne s'entend plus. Son oncle refuse que ses enfants aillent chez d'autres membres de la famille parce qu'ils estiment que les autres sont possédés et il ne veut pas que ses enfants aient également des démons. Comment vivre justement lorsqu'on peut avoir des obédiences religieuses différentes? Comment s'accepter en réalité lorsqu'on est en société, qu'on ne voit pas les choses de la même façon, mais surtout comment vouloir imposer aux autres sa vision des choses spirituellement? La question mérite d'être posée ce matin. Bon, Bengan Kandji, comprenez-vous grand chose à ça? Oui, mais c'est là la source des problèmes de l'Afrique. Nous le disons depuis au moins 50 ans. L'Europe est judéo-chrétienne. L'Europe ne veut même pas faire avec les Arabes. Vous voyez la guerre qu'il y a là-bas. L'Asie est ce qu'elle est. Elle est dans la tradition. Le juif est juif dans le judaïsme. Le chinois est dans son bouddhisme, encadré par Confucius. C'est les Africains, quand ils règlent les problèmes de famille, ils les règlent en tant que témoins de Jéhovah, en tant qu'adventistes du 7e jour, en tant que catholique romaine, en tant que catholique gallican, en tant qu'église presbytérienne camerounaise, en tant qu'église évangélique. Voilà le sort. Parce que aussi longtemps que nous n'aurons pas réglé le problème spirituel et religieux, c'est-à-dire que nous n'avons pas un imaginaire collectif sur ce qu'est Dieu, la vie après la mort, nous aurons des difficultés à vivre décemment le vécu quotidien auquel vous faites allusion. Ouais. Donc la vie de tous les jours est la conséquence de la résolution du problème spirituel de nous en Afrique. Maintenant, deuxième chose, qu'est-ce qu'on appelle le spirituel? Vous allez vous rendre compte que ces églises-là, regardez la colère qui s'abat sur les familles. Mais après, on vous dira que c'est les Africains qui sont les aérés. Ils n'aiment pas, ils sont jaloux. Or, les églises abrahamiques ne sont faites que pour la guerre.
c'est une orientation religieuse qui est basée sur la guerre. D'abord, le protestantisme est né comment? Luther n'est jamais allé vouloir créer une religion. Il est allé vouloir réformer l'église catholique romaine. Il y a eu au moins 1 million de morts. Et l'église protestante est née. La dite église protestante est divisée en 1000 autres églises. Donc, il faudrait que ce papa, parce que l'enfant a des problèmes, qu'il fasse le choix. Moi, je disais, j'allais dire, de laisser continuer ses études. Parce que la spiritualité, c'est l'âme de Dieu qui sommeille en toi. Et là, puisqu'il n'y a pas Dieu là-bas, dans ces églises-là, je te conseille d'aller, mon fils, on paie tes études, tu restes semblant, parce que le baptême, là, nous, on peut l'enlever. Oh n'aie pas peur. Tu reviens. C'est sensible quand même. Hein? C'est sensible quand même. Mais attendez, religion, c'est une tradition. C'est la tradition judéo-chrétienne. Oui. Et la tradition, c'est aussi une tradition parce qu'on oppose souvent, oui, tradition et religion. Alors, ils oublient que la religion, c'est une tradition. Enfin, la religion... La religion judéo-chrétienne, c'est une tradition. L'autre religion musulmane, c'est une tradition. Voilà. C'est une tradition. Le bouddhisme, c'est une tradition. Le taoïsme, c'est une tradition. Mais quand on vient parler de la culture africaine, on dit la tradition. Alors, c'est une tradition. C'est le judaïsme, c'est une tradition. Donc, justement, va faire tes études, mais chaque congé, tu te ressources avec tes ancêtres, parce que chez nous, justement, la tolérance que nous, les Africains, nous avons, voudrait que notre cerveau est large, est plus large que le cerveau des Occidentaux. Nous, les Africains, nous savons que s'il y a ceci, il peut aussi y avoir cela. C'est pour ça que nous, on ne se fait pas la guerre. Fais des études, quand tu iras bien, tu reviendras. Mais à chaque congé, si c'est possible, tu te ressources avec tes ancêtres. Tu laisses, ça te permettra de réconcilier et ta maman et son frère, qui est son oncle. Tu verras. Et tu vas porter la famille demain et sauver et les enfants de ton oncle et tes propres frères et sœurs. Voilà. Alors, Chalamel, c'est une question, on va dire, très sensible quand même ce matin, parce que en face de nous, des personnes qui sont impliquées dans la religion, si vous voulez, qu'elles soient judéo-chrétiennes, et qui s'entrechoquent parce que l'un va imposer ses choix à l'autre. Et du coup, les familles sont effritées, on va dire, divisées. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce matin? Et à ces nombreuses familles qui nous regardent en même temps ce matin. C'est lorsque vous commencez à vous poser des questions sur le sens existentiel de votre vie que vous devez prendre les plus grandes décisions. Ouais. Il est au carrefour de sa vie. Il a un choix à faire. Et le choix, il a déjà fait. Il a déjà fait le choix. Vous savez, un jour, Jean-Paul Sartre donnait une conférence sur la question de la responsabilité. Être responsable, c'est quoi? Alors, il finit de faire sa conférence devant les médias et tout. Un jeune garçon s'approche devant lui et lui dit: grand maître, j'ai une question à vous poser. Jean-Paul lui dit: je t'écoute. Il dit: j'ai eu le concours de l'armée, je suis face à un dilemme, j'ai eu le concours de l'armée, j'ai envie d'aller défendre ma patrie, j'aime ma patrie, je veux envie de la défendre, mais d'un autre côté, je suis seul avec ma grand-mère, mes parents sont morts à la guerre, il n'y a que ma grand-mère, je n'ai pas envie de la laisser parce que je l'aime, j'ai tout mon cœur. Que me conseillez-vous, grand maître? Jean-Paul Sartre lui a dit: j'ai rien à te donner comme conseil. Les médias, tous ceux qui étaient là ont commencé à s'offusquer que, mais comment, vous qui avez la réponse à tout? Il dit: non. C'est ça, être responsable. C'est faire un choix. En venant me voir, tu avais déjà pris une décision, tu voulais te rassurer que la décision que j'allais te conseiller de te donner allait épouser ta décision. Parfois, vous avez des gens qui viennent vous dire: ouais, j'ai tel problème avec ma femme, j'ai ceci. Vous lui répondez de... Prototype de ça. On chante Dieu du bout des lèvres, mais au fond de ça, ce n'est pas ça. Ce garçon a intéressé par ce que Mbomboke Charles Hamel disent tous les jours. Lui, il aspire plus à la tradition, parce que même le catholicisme où sa mère est, ce n'est pas forcément son filon. Mais là-bas, chez les catholiques, c'est un peu libéral. Il peut aller ou il peut ne pas aller. Là-bas, on ne va jamais lui dire: viens, parce que son oncle arrive au point où le samedi, il est complètement interdit d'aller à l'école. Vous voyez déjà que vous perdez. Si vous perdez un CC, si vous perdez une session normale qui se tient un samedi, ça aurait servi à quoi de payer cette année scolaire-là?
Oui, peut-être on va me taper sur les doigts de lui dire de rentrer chez ses parents, mais jeune homme, si vous êtes déjà à l'université, il n'est jamais trop tard pour repartir à l'école. Si vous avez la possibilité de rentrer chez vos parents, de chercher votre argent et lancer vos études, même en cours du soir, après avoir travaillé, vous avez la possibilité de le faire. Parce que dans la Bible, la même Bible que prit votre oncle, on prône le libre arbitre. On prône, Dieu donne la possibilité à chacun de faire des choix. Et on vous dit tout de même que dans vos choix, souvenez-vous de la chanson d'Excel, jeune homme rejute pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs de la chair. Mais sache que au dernier jour, si tu es allé un peu trop en excès, parce qu'il y a des normes dans toutes choses, tu vas devoir répondre de tes actes. Je pense qu'il serait plus répréhensible pour vous de continuer d'aller à l'église parce que ça ne sert absolument à rien. Ouais. Donc avec vos parents et respectueusement, parce qu'il ne faut pas cracher sur ce que votre oncle a fait pour vous. 400 000 déjà pour quelqu'un, c'est déjà beaucoup, mais il faut dire à vos parents vraiment, papa, j'ai peut-être à peine 20 ans et tout, mais je ne peux pas continuer, je suis conditionnée, avec ma tante ça ne marche pas à la maison, donc je préfère rentrer et trouver de nouvelles orientations, c'est mieux. C'est des questions en même temps sensibles. Ce matin, je voudrais, pour qu'on sorte rapidement, Chalamé, puisqu'on demande la parole, en 30 secondes, oui, vous voulez faire un petit ajout. Je voulais dire que vous avez vu, la Bible a subi tellement de modifications, c'était pour accompagner ce qu'a dit Dominique Audrey, a subi tellement de modifications. Hier encore, je suis tombé sur une autre version de la Bible où les textes ne corroborent pas les différentes Bibles, c'est-à-dire l'interprétation. Alors, suivant que vous êtes dans une religion X ou Y, l'expression, la virgule, le point, les 3 points de suspension, le point virgule, les 2 points peuvent renvoyer à toute autre chose qu'à ce que vous croyez, M. Michel Ngachou. Il faut faire très attention parce qu'il y a de l'escroquerie qui est rentrée dans ce nouveau produit qu'on vend à tout le monde, Jésus-Christ. C'est le seul produit qu'on va qui passe sur le marché. Regardez les dernières images pour vous dire que l'Afrique reste au devant avec Alpha Condé. Lorsqu'on attrapait Alpha Condé, vous avez vu au devant, c'était un traditionnaliste qui était devant avec tous ses collègues, M. Michel Ngachou. Il a dit, vous êtes grand maître dans les loges occidentales, mais ici, en Afrique, vous avez vu tous les trois, regardez toutes les images. Vous allez voir ce monsieur avec ses, on appelle ça, dans le langage des Blancs, c'est gris, mais nous on appelle ses attributs. Monsieur Michel Ngachou, il a réussi à contrôler toutes ces valeurs ésotériques étrangères. Ça ne vous amènera nulle part, parce que lorsqu'on frappe le sol, là où vous êtes né, ça vous attrape. Merci beaucoup, Charlamagne Ngachou, ce matin. Et nous sommes très heureux en même temps, madame et messieurs, de partager cette antenne avec vous. Et comme chaque matin, vous êtes aussi là à comprendre les réalités qui entourent le Cameroun aujourd'hui. Comment comprendre ce qui va, bien sûr, se dire, je préfère me taire. Et c'est de le flanc à Charlamagne qui s'exprime encore dans le cas de la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du lancement du 4e recensement général de la population dans un flou total au Cameroun, et ce depuis 2015. À quoi nous aura servi les différents recensements de la population dans ce pays? Le Cameroun a déjà réalisé 3 recensements généraux de la population et de l'habitat. En avril 1976, en avril 1987, en décembre 2005 et celui de 2015 qui, entre guillemets, n'a toujours pas commencé jusqu'à ce jour. Précisons que les résultats de 2005 avait été publié en avril 2010 sous fond de polémique à cause de multiples dysfonctionnements constatés au terme du processus. Celle de 2015 a elle aussi fait chou blanc. Instruite en 2015 par le président de la République, l'opération qui devait permettre au gouvernement d'avoir les données nécessaires à la planification du développement est entrée étonnamment dans les oubliettes alors que le pays venait à peine d'entamer un nouveau septennat. Ces recensements réalisés n'ont pas fait l'objet d'un programme d'assurance qualité explicite
bien que des mécanismes de contrôle de qualité recommandés par les Nations Unies aient été mis en place pour garantir la qualité des données et la fiabilité des résultats. On parle des tout premiers recensements. Où se trouvent à ce jour les données portant sur le recensement général de la population et de l'habitat dont la phase de cartographie avait été littéralement bouclée sur le terrain et dont l'essentiel devrait être de disposer d'indicateurs socio-démographiques et économiques actualisés. Combien sommes-nous vraiment au Cameroun? Telle est la question qu'on se pose. Comment comprendre qu'on ne sait qui on soigne, qui on éduque, qui on forme dans ce pays? Peut-on dire à ce jour qu'on maîtrise l'effectif de la population? Pourtant, on sait que l'objectif des recensements visait à déterminer exactement le nombre de populations, les infrastructures, la qualité des plateaux techniques pour les formations, la qualité pour les établissements scolaires. A-t-on donc réussi à déterminer à ce jour les caractéristiques de l'habitat, les équipements et outils de production des ménages, à étudier les éléments du cadre de vie de la population, établir la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement? Que non. A-t-on réussi à actualiser le fichier national des localités, d'en constituer une base de données socio-démographiques, de saisir les mouvements naturels et migratoires? Que non. Et de présenter la structure de la population selon le sexe, l'âge et les caractéristiques socio-économiques et culturelles? Que non. Non, non, non et non, nous sommes loin de là. On n'a pas les données sur les naissances, sur les décès, l'habitat, l'instruction, l'emploi et l'habitat. On parle donc de recensement général de la population. Pourquoi? Si avec exactitude, on ne peut pas se prononcer sur de telles questions. Comment comprendre donc ces budgets faraminés adoptés par le comité technique de ce 4e recensement de l'histoire du Cameroun, qui estimait à 25 milliards de francs CFA l'ensemble des travaux? Aujourd'hui, on apprend que la collecte des données dans le cadre du 4e recensement général de la population camerounaise se fera directement au moyen de supports numériques tels que des tablettes. Pour quel coût financier? Allez savoir, ou mieux, on le fera avec les ordinateurs PB. On parle de 33 000 smartphones et tablettes déjà paramétrés et équipés d'applications avec carte embarquée. Sauf qu'à ce niveau, il y a encore une grosse incongruité. 33 000 appareils achetés, mais 300 jeunes formés à l'utilisation du GPS et des tablettes pour la collecte des données depuis février 2016. Jusqu'à ce jour, on n'en a plus parlé. Comment comprendre que les opérations de dénombrement municipal dans le cadre du 4e recensement général de la population et de l'habitat du Cameroun, annoncé depuis bientôt 2 ans, n'ont pratiquement pas démarré sur le terrain? Quelle serait la fiabilité de ce recensement au vu des multiples crises? N'y a-t-il pas lieu de voir encore un autre mensonge? On va recenser qui? Au nord, à l'extrême nord, dans la Damawa. On va recenser le sud-ouest et dans le nord-ouest. Question. Charles-Amel Mbachou, justement, dans cette colère exprimée ce matin, Madame, Monsieur, 4e recensement en vue au Cameroun. Comment allons-nous, justement, vivre cela? Comment le Cameroun ou le gouvernement camerounais compte-t-il rendre possible ce recensement aujourd'hui? Est-ce qu'il était temps? La question est posée. Où en sommes-nous depuis un petit moment quand même, Isabelle Carozopet, que ce soit maintenant que l'on revienne à cette question de ce 4e recensement? Je crois. Allez-y, on peut vous écouter quand même, ça va? Oui, je crois que ça va. D'accord. Bobo Mbengue pourra peut-être prendre le relais. Bobo Mbengue, comment vous comprenez justement cette question du 4e recensement? Oui, tout à fait. C'est tout à fait normal et Charles Amel l'a relevé. C'est par rapport au nombre de la population qu'on imagine des projets de développement. Et là, ça fait partie, je vais dire, des calculs qu'on peut imaginer à peu près exact, parce que même s'il y a beaucoup d'estimations, même moi, le seul recensement que je conseille au Cameroun d'adopter, d'appliquer et de prendre des estimations,
c'est le recensement de 1976. Merci beaucoup. 1976, 1976, Oui. 1985, le reste, c'est le foutaise. Oui. D'abord, le dernier, le chef de l'État nous avait donné un jour férié. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est jamais venu me recenser. Voilà. Moi, j'habitais Douala, en Katibali. J'avais appelé mon papa qui était à Sabemé. Je vais voir que bon, peut-être que on peut l'avoir recensé là-bas en disant que j'ai 1000 enfants, que voilà. Lui-même, on n'est jamais passé. On n'est jamais passé le voir. Donc, en fait... Vous voulez qu'on retienne encore le chiffre de 20 millions de Camerounais jusqu'ici? Oui, j'ai dit, c'est le recensement de 1976 qui est ce qu'on appelle recensement dans les chiffres économiques. Parce que nous, les Bantous, nous sommes scientifiques. Je me rappelle encore de la feuille de route qu'avait remis le président Aïdjo au président Paul Biya. Bon, c'était en catimini. Il lui en avait parlé le 2 novembre et après, le 6, après la passation des services, de pouvoir, pardon. Il lui avait dit que le taux d'augmentation de la population était de 2,3% et que le taux de natalité était de 3,7 naissances. Il lui disait que si on maintient avec la carte sanitaire de l'époque et les améliorations qu'il lui avait confiées, le taux d'augmentation de la population allait être de 3% en 1985, 3,5% en l'an 2000. Ça ramenait donc la population de 1976 qui était à 7 millions à 16,5 millions en l'an 2000 et à 40 millions en l'an 2025. Voilà grosso modo les détails. Vous allez les retrouver dans le document parce que lorsque le président de la République actuelle lance le 6e plan quinquennal en août 1986, où il disait que non au FMI. Bon, Ouais. 2 mois après, son ministre des Finances de l'époque, ça doit être nous dit que mais non, on est même déjà au FMI. Bon, c'est pour comprendre. Donc, il s'était basé sur ces résultats-là, justement, pour organiser les politiques de développement. Donc, lorsque nous sommes aujourd'hui en 2021, nous sommes donc, disons, vers 30 millions, parce qu'en 2025, donc dans 4 ans, on sera à 40 millions. Donc, on s'achemine vers ce type-là. Donc, il aurait donc dû les prendre, ou alors, s'il veut faire un réellement, il était, à l'époque, en 1976, il venait d'être nommé Premier ministre. Donc, il a la base j'allais dire, de prendre les mêmes schémas qu'il avait pris et faire un bon recensement. Très bien. Mais bon, malheureusement, c'est très important qu'on comprenne ça ce matin, mais surtout dire aux Camerounais, il y a un plan qui se prépare. On voudrait bien recenser les Camerounais dans les jours à venir. En 2021, c'est le faux. Comment on peut recenser? C'est la volonté est bonne. Mais maintenant, comme disait Charles Hamel, est-ce que c'est pas péremptoire de dire que c'est le faux quand même, bon Bengan, parce mais que... cher ami, lui-même le président, j'ai vu dire qu'il avait donné un jour férié. Lui-même n'avait pas travaillé. Les gens étaient arrivés à la présidence, on l'avait montré, mais ils ne sont jamais passés dans notre quartier. Ouais. Jamais. Donc, il dit, et justement, je me rappelle, le ministre de l'économie à l'époque, je pense, s'appelait Augustin Frédéric Kodop, il avait contesté cela. Il avait dit que la manière, parce que les gens ne sont pas formés, la manière avec laquelle ce recensement est en train d'être lancé et fait, il doute. Économiste de son État, il avait dit qu'il doute de la fiabilité des chiffres qui sortiront de ce recensement-là. Alors aujourd'hui, c'est un membre du gouvernement qui l'avait dit. Aujourd'hui, notre projet justement est en voie d'être lancé. Ils avaient, je reviens à vous justement. Oui, du moins, on va voir la matérialisation de cela. Croyez-vous qu'on sera servi à la même sauce que ce qu'on a eu au dernier recensement, dont on n'a toujours pas de résultats qu'aujourd'hui? Mais comment est-ce qu'on peut aller à un prochain recensement quand l'ancien, déjà, jusqu'ici, on n'a pas pu avoir des comptes, on n'a pas pu avoir un compte rendu assez clair pour avoir des chiffres exacts? Et on parle d'un autre recensement qui se fera sur quelle base? Je me pose bien la question. Quand on regarde encore jusqu'ici, tout ce qui se passe dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, ça se passe comment pour faire un recensement, Michel Ngacho? Parce que si on fait un recensement, on le fait sur la base de la population, quand même. Dans une zone comme celle-là, qui est en proie à une crise depuis 4 ans, où on a complètement perdu des repères. Vraiment, je veux bien comprendre là où on commence dans une telle zone pour procéder à un recensement. Ouais. Ça se fera sur quelle base? Donc ça veut dire que
venir aujourd'hui parler d'un autre recensement, c'est se moquer des autres. Parce que les chiffres seront erronés. Vous allez faire comment pour avoir des statistiques assez claires de ce côté? Ce sera impossible. Bien même si on veut laisser le nord-ouest et le sud-ouest, si on fait même un tour dans le septentrion, on n'est pas épargné. Là-bas également, on a l'insécurité qui est toujours assez présente, qui inquiète des populations, qui les contraint à pouvoir quitter des lieux, qui les contraint à aller dans les pays voisins, qui les contraint à aller dans d'autres villes et tout. La population est éparse. On fait comment pour procéder à un recensement là-bas? Donc, vous voyez que si sur 10 régions, on a déjà 3 qui sont vraiment en instabilité, les 7 autres qui ne sont pas épargnés de bien d'autres choses, comment procéder? Ça veut dire en réalité qu'on ne peut pas parler de recensement tant que le Cameroun n'est pas... On ne peut pas. Pour parler de recensement, il faut un minimum de stabilité. Si vous avez déjà 3 zones qui sont durement frappées par des crises aussi sévères que celle-ci, comment est-ce qu'on pourra procéder à un recensement? C'est ça que je dis, les chiffres seront erronés. Encore que pour le dernier recensement, jusqu'ici, on n'a pas eu de chiffres. Et je crois qu'à cette époque, on ne parlait même pas encore de crise. Voilà, on ne parlait pas encore de crise anglophone. C'était pas encore vraiment comme maintenant. Là, on n'a pas pu avoir une exactitude, une traçabilité, une transparence dans les chiffres. Aujourd'hui encore, qu'il y a tout ce qu'il y a autour, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'avancer. On est très mal là, Dominique Audrey. Hyper mal. On est très mal justement avec ce 4e recensement initié. Finalement, qu'est-ce que le gouvernement camerounais nous sert? On nous sert que des choses qui semblent ne pas marcher. Rien ne marche alors, c'est ça? Selon vous, qu'est-ce qui marche? Votre pays, notre pays, est gouverné sur la base de quoi? Les prévisions budgétaires se font sur la base de quoi? Les budgets de communes se font sur la base de quoi? Du tâtonnement. Parce que si on donne un budget à une commune, c'est par rapport à une population bien précise. On donne donc l'argent aux gens. Pourquoi? On construit les hôpitaux, les écoles et tout, les trucs improvisés là sur la base de quoi? C'est à ça que sert le recensement. Lorsqu'on fait un recensement de la population, en dépit du fait qu'on veut l'âge, la profession, les moyens de transport, les logements, ça permet de faire des prévisions sur un certain temps. Et les recensements, je crois qu'on fait en principe toutes les 5 années. Si je ne me trompe. Ouais. Ben, chez nous, en 40 ans, on en a eu combien? On en a eu 4 qui laissent même... C'est 4? Pas 4, non. On en a eu... En 87, 2005 et voilà 2015. 2021. 2015. Est-ce que vous avez eu les résultats? On a lancé en 2015, ça n'a jamais démarré. Et nous sommes en 2021. Bon, c'est maintenant que ça va démarrer. Donc, on est à notre 3e. Non, on va au 4e. Beaucoup d'années après. On va au 4e. On a eu les résultats 2015. Donc, vous comptez, vous avez composé, je sais même pas, vous n'avez pas payé la pension, mais vous voulez avoir les résultats pour aller en classe secondaire, je sais pas trop, à une autre classe. Non, ça ne compte pas parce qu'on n'a pas eu les résultats. 76, 87, 2005 et 2015. Nous sommes dans le recensement de 2015 jusqu'à maintenant, on n'a pas encore commencé. Oui, donc on attend encore. On en a eu 3. On en a eu 3 jusqu'à ce que quelqu'un vienne cogner à ma porte. Je ne croirais pas. Je ne croirais pas. Pas tant qu'on ne vient pas se placer devant ma porte pour me dire quelque chose. 2015 quand même, c'est vrai que mon Bengan pense, enfin, le dit, lui n'a jamais vu personne chez lui pour se faire recenser. Vous avez vu des personnes chez vous? Tellement j'ai vu, j'étais encore très jeune quand même. Oui, on passait puis on badigeonnait les maisons avec des croix de Saint-André. Et voilà, on identifiait les maisons, etc. Mais c'est dire au final que c'est mal conçu, c'est mal cousu, c'est mal ficelé pour qu'on ait un réel recensement au Cameroun. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait problème de Dominique Audrey? Si on est dans des pays normaux, dans des pays où tout se passe normalement, le recensement permet d'avoir une certaine traçabilité sur certains projets. Donc, ici, comme les projets ne bénéficient pas de cette traçabilité, ou bien on ne voudrait pas que les projets aient du sens, il n'est simplement pas question de faire ça. Il n'est pas question de faire ça. Parce que si vous dites, ici à Bonancois, moi je dis n'importe quoi, on a 40 habitants et en face à Bali, on a 60 habitants. Donc pour les populations de Bonancois, moi, il leur faut peut-être une école ou bien un district, et de l'autre côté, il leur faut peut-être
Ce qui est plus grand que le district, c'est quoi? Arrondissement, il y a l'arrondissement. C'est l'arrondissement ou le département? Oui, le département. Non, l'hôpital de district. Oui, il faut quoi? L'hôpital d'arrondissement. Voilà, il leur faut un truc un peu plus grand que ce qu'il y a à Bali. Sauf qu'on ne vous donnera rien ici à Bonankwamo et rien encore ici à Bali. Il n'y a pas de prévision. Pourtant, c'est par rapport à ça qu'on fait des projections. Et le recensement, selon le décret, pour ce 4e, prévoyait qu'on devait recenser les prisonniers. On devait recenser toutes les personnes qui travaillent sur des chantiers depuis un certain temps, qui n'ont pas d'habitation fixe. Il était question d'aller faire le recensement de ces personnes-là. On devait faire le recensement également des élèves qui étaient dans des internats. Donc vous voyez que le décret prévoit un certain nombre de choses qui ne sont même pas faites depuis, vous avez dit 2015. Voilà. 2015. Voilà. 2015-2021, c'est très compliqué, cher la même Bachou. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Que doit faire le gouvernement? Comment doivent se comporter les Camerounais? Monsieur, est-ce qu'on est prêt là? Nous ne sommes pas prêts, on ne sera jamais prêt, monsieur Michel Ngachou. On est en train de tourner dans une sauce gombo où à chaque minute on donne l'impression qu'on veut se lever, mais pourtant on est en train de glisser. Vous avez vu quelqu'un dans les sables mouvants, on lui dit ne bouge pas, tu vas tout doucement couler, mais ne bouge pas, reste sur place, ne te débat pas. C'est ça ce qu'on est en train de vivre dans ce pays. Chaque discours du président idiot en fin d'année, M. Michel Ngachou, il rendait compte du taux de natalité. Il rendait compte du taux de mortalité, il rendait compte de l'habitat, il rendait compte en termes d'instruction, en termes d'emploi, en termes d'habitat. C'est très important. Il disait, par exemple, cette année, on a eu beaucoup de naissances. Cela prouve que sur le plan médical, cela prouve que les foyers se portent bien, cela prouve qu'il y a une stabilité. On a eu beaucoup de décès. Cela démontre encore des décès dus à telle maladie, telle. Nous nous engageons l'année à venir à travailler sur X, Y, Z, travailler sur tel, nous projeter, améliorer tel système. Dans le domaine de l'habitat, on s'est rendu compte que les gens continuent de construire dans des matériaux précaires. Il y a eu beaucoup d'éboulements. Cela démontre que la qualité de matériaux, nous serons au niveau de la douane rigoureux sur la qualité des matériaux qui entreront dans la douane au Cameroun. Nous allons revoir cela. On a eu beaucoup de glissements de terrain. Cela pose qu'au niveau des domaines, des cadastres d'occupation des sols pose un problème. Nous allons mettre sur pied des plans pour permettre à tous d'éviter cette zone et de faciliter l'obtention des terrains. Sur le domaine de l'emploi, Monsieur Michel Ngachou, c'était le discours d'Aïdjo. Y compris le réseau routier. Le réseau routier, c'était le discours d'Aïdjo. Il vous dit pas. Nous avons étendu telle à telle zone, telle à telle zone, les populations de telle. Grâce à cette ouverture de l'axe dans l'Atta, nous avons pu augmenter dans nos marchés telle quantité de manioc, telle quantité. C'était ça le discours. Vous irritez les Camerounais. Oui, il faut qu'ils soient irrités, monsieur Michel Ngachou. Il faut qu'ils soient même encore plus choqués. Mais c'est ça la réalité. C'est ça le raisonnement. Mais oui, monsieur Michel Ngachou, nous nous sommes rendus compte que le taux de mortalité dans la localité, dans la région, dans la province de l'Est a augmenté. On a enregistré des maladies comme ceci, cela. Nous passons cette zone en zone prioritaire. Nous nous sommes rendus compte que dans le MAM, il y a eu beaucoup de cas de cécité dû à la maladie ou cécité des rivières. Nous allons nous atteler, mettre des campagnes pour développer. C'était ça le discours d'Aïdjo à l'époque, monsieur Michel Ngachou. Donc, ça partait de quoi? D'un recensement. On partait d'un recensement. Le recensement portait sur les caractéristiques de l'habitat. Comment les gens construisent? Est-ce que ces constructions répondent, monsieur Michel Ngachou, aux qualités, aux standards prévus par l'administration de l'époque? Oui, regardez comment les gens construisent au Cameroun. Regardez comment on construit. Jamais on a fait de commentaires. Il était question d'étudier les éléments de cadre de vie de la population. Est-ce que les populations, on arrive à Bepanda, est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des centres de santé? Est-ce qu'il y a des unités d'intervention rapide? Est-ce qu'il y a on pose tous ces prérequis, l'amélioration du cadre. Est-ce que le marché permet facilement d'écouler, de faire rentrer des produits? C'était ce sur quoi on devait travailler. Il fallait, monsieur Michel Ngachou, procéder à établir la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement. Si on demande aujourd'hui, poser la question à un Douala, vous êtes combien de Douala de chez Douala, natif de Douala? Vous êtes combien? On n'en aura pas. Vous partez dans le Mungo, vous êtes combien de Bakaka, de Mbo? C'est ça le recensement de la population. Vous êtes, mais monsieur Michel, de quoi a-t-on peur? C'est autant d'interrogations qu'il faut se poser aujourd'hui parce qu'à côté de cela, il y a les données sociaux. À vous entendre, on risquerait justement de ne pas l'avoir. On a très peur. Bon, justement, pour étayer ce que Charles Amel a dit, je vous dirais le 4e plan, parce qu'on y parle là des plans quinquennaux.
chaque fois, il énonçait quelque chose. Le 4e plan quinquennal allait de 1976 à 1981. C'est pour ça qu'il y a eu recensement. Il avait dit à Idio que sur le plan économique, par exemple, nous ne devons plus compter sur l'apport extérieur. Nous devons compter sur nous-mêmes. Et il avait séquencé ça de cette manière. Le secteur industriel et énergétique doit se tailler la part du lion avec 31% des investissements contre 17% dans le secteur rural de ces infrastructures-là. Et il allait plus loin. Par exemple, la priorité devait être accordée, c'est lui qui disait dans ses discours, au développement de la recherche minière. Par exemple, il vous dit son loulou sera fait, l'Abdo Bamendine, et qui prévoit l'extension de la CELUCAM et de l'ALUCAM. Donc, en fait, l'extension que l'ALUCAM fait là, pour dire on va construire quelque chose à Kribi, c'était déjà prévu dans le 4e plan quinquennal. Le 5e plan quinquennal, donc, il remet la feuille de route au président Paul Biya, parce que quand il prend en 82, il fait la suite de ce 5e plan quinquennal là. C'est là où il prévoyait la construction de complexes agro-industriels. C'est d'où la création de centre vétérinaire de Ngaoundéré. Et il y avait déjà 42 000 hectares de terrain dans le Ndonga Mantoum et l'Umbui, dans le nord-ouest, pour contenir les zones rurales. Avec l'expansion à Yabassi, avec le projet qu'on appelait Service national de participation, Service civique national de participation au développement, qui était encadré par le colonel Etonde. Donc, et c'est pour ça que je vous disais que la ville de Nkondjok, dans le camp, était conçue par les gens qu'on arrêtait dans les rafles ici. Très bien. On leur donne de l'argent avec le terrain et tout ça a été contrôlé. Merci beaucoup, mon Benga. Traçabilité, comme disait Dominique Audrey. Cette colère en même temps mérite d'être, rendue, comme Charlamel a très bien fait. Merci à vous, Charlamel. Merci à vous tous et à toutes en même temps, parce que là, on se rend compte qu'on est mal barré. On se rend compte qu'on est foutu. Bonne vaseline, c'est entré, et voilà, nous en sommes aujourd'hui. Ouais, belle vaseline. Sans vaseline, Gachou. Ah, c'est sans vaseline en même temps. Vous comprenez. C'était une chirurgie sans anesthésie. Merci. Allez, tout de suite, madame, messieurs, on prend une pause sur notre antenne et on se retrouve pour la continuité. C'est un fait inédit aujourd'hui au Cameroun. Que se passe-t-il encore dans les hôpitaux, notamment ici à Douala? On le sait, le week-end, une dame a rendu l'âme dans un hôpital ici au quartier Nilon pour négligence médicale quand même. Et cette dernière, justement, est arrivée à l'hôpital dans des conditions effroyables. Non seulement elle décède, l'enfant aussi va mourir dans les heures qui vont suivre. Et là encore, on se pose véritablement la question de savoir dans quel climat les populations peuvent-elles autant pour moi continuer à faire confiance aux hôpitaux aujourd'hui au Cameroun. Ce qui s'est passé à l'hôpital de Nilon, cette 16-72 heures, reste encore, on va dire, un sujet assez effroyable quand même. Comment laisser mourir une dame dans un hôpital et l'enfant avec elle? Madame, Messieurs, le débat, on en reparlera certainement tout à l'heure, nous y reviendrons assurément sur ce sujet. Mais pour mieux comprendre, on vous le disait avant la pause qu'il y a la volonté du gouvernement à réimplémenter, on va dire, un recensement général au Cameroun. Et bien là, Charlamel, pour boucler, pour mettre vraiment la boucle, comme on le dit très souvent, parce que vous avez voulu nous faire une petite virgule, et là, c'est important que l'on puisse l'avoir, avant de poursuivre. Monsieur Michel Gachou, vous ne pouvez rien faire dans un pays, vous ne pouvez rien penser dans un pays si vous ne maîtrisez pas votre population. Vous devez savoir le nombre de populations que vous avez, le nombre de personnes que vous nourrissez, le nombre de personnes que vous soignez, le nombre de personnes que vous éduquez. Ces 4 paramètres sont importants. Ces 4 personnes que je nourris, que je forme, que je forme, ils vivent dans quel cadre de vie? Vous avez vu, la période de Corona a dépassé le gouvernement camerounais. On n'a pas pu donner les sacs de riz, on n'a pas pu s'occuper. Vous avez vu comment on a géré au Sénégal. On s'est battu au Sénégal, on a mis les sacs de riz. C'est arrivé à chaque population, monsieur Michel Gachou, il n'y a pas eu de détournement. Parce qu'on savait que dans la localité de Casamance, il y a tant. Dans la localité de Saint-Louis, on a tant. On connaissait monsieur Michel Gachou. Mais au Cameroun, on peut vous dire, je vous prends le cas de Douala, posez la question même aussi au chef, que vous êtes combien? Les natifs de Douala, les Douala de Douala, vous êtes combien?
Ils ne seront pas. Maintenant, ceux qui sont venus, en termes de population, on a combien qui sont venus de telle région, combien de telle... C'est ça le recensement. Combien de telles régions? Est-ce que la présence influence? Est-ce que ça influence? On va dans le sud, pareil. Ils sont combien? Ceux qu'on dit les femmes du sud, ils sont combien? Combien sont arrivés les étrangers? Combien sont entrés les Nigériens? Combien sont installés? On va dans tout, point par point, on va être renseigné. Monsieur Michel Gatchou, je peux vous renseigner qu'à partir de là, on ne va plus créer des écoles fantoches. Comme on est parti à Yabassi, on va vous mettre 4, on va à Bangopé, on met un centre de santé, une infirmière comme médecin. On va à Mbiam, on pose. C'est ça, c'est parce qu'on est en train de tâtonner, on ne maîtrise rien et on croit donc justement qu'on est arrivé. Vous voyez dans une localité où il n'y a pas de nécessité, on met 2 lycées. 2 lycées publics. Et vous vous demandez comment on va où dans ce pays? On ne sait pas où on va. On navigue, on tâtonne sur tous les plans. Il serait temps qu'on revienne. On a acheté 33 000 tablettes, mais on a formé 300 personnes jusqu'en février 2016. Aujourd'hui, le nombre de personnes formées, ils sont où? Ça a démarré quand nous sommes en crise. On a débloqué 25 milliards. Vous voyez, on est là. Et puis, maintenant, on va vous lever, on va dire, recensement général, détournement des fonds. Les Camerounais vont se lever, blablabla. Pourtant, on ne nous a pas recensé. Merci beaucoup, Chalamel Bachou. Et bien là, on espère que les 40 millions, susceptiblement, qu'on pourrait être aujourd'hui, parce que c'est en 2025, bon, Bengan. Est-ce qu'on ne l'aurait pas déjà atteint? Si on vous dit c'est 40 millions. Non, ne voulez pas comme ça, vous allez tomber dans... Je dis n'importe quoi. Non, vous allez tomber très mal dans ce n'importe quoi. Monsieur Michel Gatchou, est-ce que vous savez que donner ce type d'indication est même à loisir l'occasion de donner détournement de fonds? On peut vous dire demain là que vous êtes 50 millions et par rapport à 50 millions, nous fixons le budget à temps. Nous fixons le budget à temps. Nous développons un projet de réel recensement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous faites très attention. Bachou, merci beaucoup. Isabelle Carole, est-ce qu'on a des messages ce matin de nos téléspectateurs? J'ai envie de saluer qui est Emmanuel Wapi, c'est ça? Je ne sais pas, lisez-nous ce que vous avez comme message. Hein. Il faut respecter nos téléspectateurs. Isabelle. Depuis Melon, voilà, Mustapha Manga nous dit, concernant l'histoire du jour, je dirais à mon frère de rencontrer le pasteur de l'église pour lui dire que tu quittes la ville pour entrer chez tes parents parce que ton oncle, après que tu as accepté d'être fidèle de l'église, malgré que tu es catholique, il t'oblige à te baptiser. Et comme tu ne veux pas, tu préfères partir pour être en paix avec toi-même et ton oncle. La banane qui va mûrir, mûrira. Frère, quitte le sorcier là. Le pasteur a quoi à voir dans les histoires de famille des gens? Bonjour le plateau, moi je dirais à cet enfant d'aller à l'église et de se concentrer sur ses études aussi. Étudie la Bible et dans ça tu auras beaucoup de capacités pour mieux comprendre la vie sur terre. Pour les samedis, si ton école n'est pas adventiste, tes parents te comprendront s'il y a un truc très important à faire à l'école. Il a dit que le samedi on va à l'église, donc tout le monde va, école ou pas école. Depuis que les Africains étudient la Bible, ils ont eu quel diplôme? Les Occidentaux sont déjà en train d'aller voir comment ils vont aller s'installer sur Mars, mettre des neiges. On cueille toujours le palmier avec la corde. On a vu pour monter. Charles. Réaction Isabelle Carole. Bonjour le Zénith, je suis adventiste. L'église adventiste du 7e jour ne force personne. Mais quand tu restes dans la maison d'une personne, tu dois respecter la discipline, la tradition de cette personne. C'est Eric depuis Ambam qui envoie. La tradition de cette personne n'est pas chez les églises adventistes. On a donc les problèmes avec les gens qui ont tendance à dire qu'ils aident d'autres. Vous prenez l'enfant de quelqu'un chez vous. Si cet enfant arrive et qu'il a le don de vision et que ça se manifeste là-bas, on va aller fouetter cet enfant à l'église en disant que non, il est possédé, il a un démon. Si vous aidez quelqu'un, vous n'obligez pas cette personne à faire un certain nombre de choses. Donc, mon frère, rappelle tes parents. Est-ce que les adeptes des églises abrahamiques aident les gens? Il faut intégrer ça, que les adeptes des églises abrahamiques n'aident pas les gens. Donc moi je conseille à mon fils de rester là. Première chose, vous verrez tous ceux qui ont fait les séminaires catholiques. C'est les bandits. Ils ont même oublié qu'ils lisaient la Bible. Ils avaient le rosaire. Donc va là-bas. C'est toi qui sais ce que tu as dans ton cœur. Tu veux être ingénieur, médecin ou quoi que ce soit. Quand tu vas sortir de là, tu vas dire ouf, je suis sorti en prison. Voilà. Puisqu'en fait, l'air Bible là, tu vas basculer pour... Mais c'est ça le jonglage. Voilà, parce que le cerveau d'un Africain est large. Tu les pardonnes parce que tu es appelé à les sauver demain. Quand tu deviendras ingénieur, avec des études kémiques que tu auras apprises,
parallèlement, tu vas donc dire à tes frères là-bas. On vous taxera de sorcier ce matin. On dira c'est un sorcier qui parle là parce que c'est la science. il ne dit pas des choses comme ça devrait se dire. C'est la science. Voilà, on prend les messages, Isabelle Carole. C'est important d'entendre Boron Benga sur cette question parce que je sais combien il est vraiment attaché à une rééducation des Africains, à revenir aux fondamentaux spirituels. Poursuivons Isabelle. Bonjour la grande famille, cet enfant ne dit pas la vérité car aucun adventiste ne peut dire et ne pas faire ce qu'il raconte. Là, puisque pour un chrétien adventiste, on ne force pas un homme à se baptiser car il doit accepter se baptiser. Donc moi, je ne crois pas à ce que ce jeune garçon... Mais il dit là que c'est son Je n'ai pas terminé le message. Je suis adventiste et le Dieu que nous servons ne peut pas laisser ce jeune. Je ne crois pas à ce que ce jeune dit car... Il ne dit pas la vérité car un chrétien adventiste ne peut pas faire cela. Il a un autre problème avec son oncle, c'est Norbert Silleux depuis Banquet. Moi je lui dis que Norbert c'est faux. Je vais vous donner des témoignages. Église adventiste du 7e jour, église catholique romaine, église presbytérienne camerounaise. C'était dans mon village. Et justement parce que les adeptes de l'église adventiste du 7e jour avaient développé ces pratiques qu'on n'a pas, on ne les a pas admis. Et les autres, ils quittaient, ceux qui étaient évangélisés catholiques romaines n'allaient pas dans des écoles des églises presbytériennes et vice versa. Ils s'insultaient même. Donc c'est un témoignage d'un gars, il vit ça. Ce n'est pas de mensonge, ce n'est pas une histoire inventée, ça se vit dans nos familles. Il y en a même pour des témoins de Jéhovah, j'en peux en citer. Pour entrer, il faut passer par le baptême pour que vous soyez effectivement de leur, pour pouvoir parler leur langage. Oui, mais on rappelle que c'est des questions spirituelles, et que chacun y va avec son ressenti. Mais chacun a l'âme de Dieu qui sommeille en lui. Il ne faudrait pas que ceux qui nous regardent ce matin, le sentiment, c'est une fixation qu'on fait sur l'église adventiste du 7e jour, que nous respectons d'ailleurs. L'histoire de ce jour parle de l'église adventiste. Oui. Il n'y a pas de fixette parce que si vous mentionnez, si c'est l'église catholique, on parle de l'église catholique, donc ils n'ont pas à être opposés. Non, ils n'ont pas à être opposés. Juste que nous respectons les obédiences des uns et des autres et qu'il n'ait pas l'impression ce matin que nous faisons une fixation sur la leur. Oui, pour voilà. On sait que c'est des questions essentielles. Les églises abrahamiques, il n'y a pas Dieu dedans. Ça c'est l'opposition. On va faire un débat. Ça c'est l'opposition et puis on la respecte. Michel Ngachou, il y a des questions fondamentalement que les chrétiens doivent se poser. Quand je vais à l'église catholique, je vais à l'église évangélique, je vais à l'église presbytérienne, je vais à l'église protestante, je vais chercher quoi? Pour comprendre ce que je vais chercher, il faudrait que je commence à poser des questions tout autour des rituels. Tout ce qui est spiritualité, religiosité, il y a des rituels. Quels sont les rituels? Pourquoi tout ce qu'on a de commun entre l'église, la tradition, c'est le sel, c'est l'eau? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez jamais vu un grand prêtre je sais pas moi, de l'Afrique de l'Ouest combattre un grand prêtre traditionnel, Kunga, Umbombo ou Zomlois? Pourquoi ce n'est que dans l'église? Posez-vous ces questions. Pourquoi ce n'est que dans l'église que tous ces combats arrivent? Lorsque Mbombo rencontre un Zomblanc, lorsqu'il rencontre un Takunga, lorsqu'il rencontre je sais pas moi, un Moronaba avec qui il discute, ils s'entendent sur les principes de l'Afrique, sur les principes de la traditionnalité, sur les principes. On sait qu'il y a telle herbe qui fait ceci, telle herbe qui chasse le serpent, c'est connu partout. Telle poudre que lorsque vous utilisez. Pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre au devant un mysticisme? Oui, monsieur Michel Ngachou. Voilà, donc, tant que vous ne comprendrez pas ça, prendre conscience de tout tant que vous ne c'est ça la résolution, c'est ça cet imaginaire collectif là que les Occidentaux ne savent pas résoudre. Oui, merci beaucoup. C'est ça le problème. Alors, on va vous remercier Isabelle Carole pour les messages. Vous en avez encore rapidement. Parce que là, Joseph depuis Baham. Bonjour le plateau, j'admire ce que vous faites. Je dirais à cet enfant d'aller se faire baptiser car cela ne lui enlèvera rien. Qu'il utilise ce chemin pour avoir son avenir via son oncle. Il ira voir quelqu'un. Il ira voir par la suite quelqu'un comme Bonbon Bengan pour la délivrance. Voilà. Monsieur Michel Ngachou, que les gens sachent que tout baptême, lorsqu'on décide de baptiser, on crée quelque chose de nouveau. On ouvre une porte. Mais pour lui, on peut rendre ça. On ouvre, s'il vous plaît, on ouvre une porte. Lorsque vous décidez de baptiser, vous ouvrez une porte dans l'un des mondes. Et vous ne savez pas ce qui peut entrer dans ce baptême qu'on fait. Vous dit baptême par immersion, d'autres baptêmes par ceci. On ouvre une porte. Et quelle est cette porte qu'on ouvre? Est-ce que vous la connaissez?
Pas du tout. Oui, Parce qu'il faut pas Chalamel, que les pour enfants pour changent. les églises abrahamiques, qu'on veut ouvrir un porte, on les coupe. Justement, sinon, ceux qui étaient au séminaire, ils ont même été baptisés, communion confirmée et tout. Pourquoi ils se retournent, ils n'arrivent pas? Non, j'ai dit, ce garçon, il continue, il doit sauver sa famille demain. Qu'il reste se plier aux injonctions de son oncle. Très bien. Avec Merci. l'idée qui va. Merci relever la à vous, famille. merci à chacun. Je voudrais encore, avant de donner la parole bien sûr à nos partenaires qui nous retrouveront sur ce plateau ce matin, revenir sur la question qui a failli faire débat d'entrée de jeu lors des introductions de cette émission. La question autour des 2000 francs, ouais, qui fait débat depuis. Je vous le disais d'ailleurs que la ministre se ravise en disant qu'elle n'est ni de près ni de loin impliquée dans cette histoire de 2000 francs CFA. Alors, vous, elle est parents, carrément nous, parents, jusqu'à présent, vous vous demandez comment les parents se feront-ils rembourser pour ceux qui ont déjà payé ces 2000 francs CFA? C'est la question essentielle, Charlamel. On vous a entendu quand même tout à l'heure, vous étiez très énervé. Oui, monsieur Michel Ngachou, je vais vous dire une analyse très froide en vous disant, lorsque cette affaire a commencé avant la rentrée, où on disait, quand vous prenez les documents, on disait vous avez school clean 2000. Monsieur Michel Ngachou, nous avons décrié ici, pas une, pas deux fois. Les médias l'ont fait. La presse a rédigé à la grande une. Pourquoi Madame le ministre ne s'est pas prononcée? Monsieur Michel Ngachou, nous sommes aujourd'hui pratiquement la moitié. Les parents ont déjà payé ne serait-ce que les inscriptions. Pourquoi est-ce qu'elle attend que les inscriptions soient payées? Est-ce qu'on va rembourser? Et c'est par ça qu'on commençait. Vous payez d'abord l'APE avant de venir vous inscrire, avant de venir inscrire votre enfant à l'école. Vous venez verser. Regardez toutes les banques, monsieur Michel Ngachou, toutes les banques. Vous allez voir les parents alignés. Devant toutes les banques, vous allez voir les parents. Papa, tu fais quoi ici? Je viens payer l'APE. On attend ça pour que je puisse inscrire mon enfant. Pourtant, c'est facultatif. On s'est plaint. La presse a décrié. Qu'est-ce que madame le ministre a dit? Elle n'a rien dit. On s'est plaint ici de ceci qu'on paye. On a calculé même par établissement. Mais monsieur Michel Ngachou, elle vient nous dire qu'elle n'est de près ni de loin. Qu'elle fasse un communiqué où elle demande donc. Mais la Qu'elle fasse un communiqué dans lequel elle demande à tous les enseignants, à tous les proviseurs de rembourser les frais. Attendons justement de voir Isabelle Carrosset. Une solution envisageable? Je crois que vraiment ce qui se passe ressemble simplement à ce que d'autres prendront comme de la provocation, Michel Ngachou. À un moment donné, vous ne pouvez pas exiger une somme d'argent. Les gens se permettent de verser cette somme d'argent et vous revenez par la suite. On est déjà à la première semaine de la rentrée scolaire. Combien de parents ont payé ces 2000 francs? Vont-ils être remboursés? C'est la question. C'est impossible. De vous à moi, on est d'accord que c'est impossible, c'est impensable dans ce pays qu'on rembourse. C'est-à-dire que même s'il y a un communiqué qui est rendu public de ce que, voilà, il faut remettre cette somme d'argent aux parents, allez d'un lycée à un autre, vous verrez que ce ne sera pas le cas, ce sera impossible d'être fait. Donc je crois que à ce moment précis, dites simplement la conduite à tenir, ou alors exécutez ce que vous avez dit. Si vous avez dit qu'on sera désormais dans cette optique de screen cool, battez-vous à ce que ça puisse être véritablement le cas, mais on est d'accord que ce ne sera pas ça. Aussi simplement que ça. Et non seulement sur cette question, on va également... bon, Bengan, qu'est-ce que vous en dites-vous? 2000 francs, il y a quand même une circulaire. Qui donc a signé cette circulaire si la ministre ne se reconnaît pas dans cette histoire de school clean? La ministre a compris que ça chauffe devant. Elle veut se débiner alors que c'est elle qui a l'initiative de ces choses. Ou alors, je veux dire, les Camerounais lui ont apporté un projet qu'elle a validé. Aujourd'hui, comme ça bloque, comme ça chauffe, elle veut quitter. Mais elle doit en assumer l'entière responsabilité. Sauf que nous, les parents, nous n'avons pas l'habitude des collectifs pour porter plainte, saisir par exemple le tribunal administratif ou un truc comme ça. Oui. C'est peut-être là où les parents magistrats ou avocats peuvent nous aider les parents à commencer à constituer ce genre de collectif. On devra se taire, Dominique Audrey, devant une telle situation. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des tricheries un peu de partout là? Reconnaître qu'il y a eu une circulaire qui va avec, que les gens ont commencé à payer cela, et 2 jours, c'est-à-dire à la veille de la rentrée ou le jour de la rentrée, on vous dit qu'on ne se reconnaît pas dedans. Vous ne voyez pas ça comme de l'arnaque? Ma question demeure. Lorsqu'elle dit qu'elle ne se reconnaît pas, elle était au courant ou elle n'était pas au courant? Parce que c'est en 2018, je crois, on a parlé de ça il y a, la semaine dernière, il y a eu 2 projets. Il y avait le projet Green School Initiative et Clean School.
Green School, il était question de planter des arbres. Et Clean School était un projet pour nettoyer les écoles. Et madame la ministre avait estimé qu'il était question de rendre les milieux scolaires plus attractifs, propices au travail et débarrasser de tout ce qui est contraire à l'éthique, au culte de l'effort, au mérite et à la probité. Donc si elle dit aujourd'hui qu'elle n'est pas au courant, elle n'est pas responsable, elle n'est pas, je crois que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi parce que c'est un partenariat avec Israël, si je ne me trompe. On ne peut pas sortir aujourd'hui et dire qu'on n'en savait rien. Si elle n'en sait rien et qu'elle ne veut pas que son nom, son image soit entachée, tout simplement qu'elle demande qu'on restitue les 2000 aux parents puisque les agents sont encore là. Sauf s'ils ont rien utilisé. Ou bien ils vont nous dire qu'ils ont commencé à nettoyer les écoles avec. Parce que hier, on parlait des toiles d'araignée dans les salles de classe. On parlait de la broussaille. On parlait même de ces enfants qui ont commencé à nettoyer l'établissement. Par exemple. Finalement, où est donc passé les 2000 francs? Non, mais qu'ils remboursent. Alors, quand on fait quand même le ratio de 7 millions d'enfants, si je m'en tiens aux informations du 13h, écoutez bien sûr hier, lundi 6 septembre, 7 millions d'enfants, si on fait le ratio justement sur 2000 francs par élève, si on parle de 2000 francs par élève, si tous viennent à payer, ça fait quand même 14 milliards de francs CFA. C'est pas rien. Il faut rembourser. C'est incroyable. Allez, dans un instant, madame, messieurs, nous irons saluer nos amis de Ma qui sont avec nous ce matin sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Djekché, Christelle, Nadia, qui est là en tant que communicatrice de ce projet-là. Bonjour à vous, mademoiselle, bienvenue sur notre plateau ce matin. Merci et bonjour à vous, Michel. Bonjour à tout le plateau. Très bonne rentrée scolaire à tous les élèves. Voilà, et beaucoup justement. de courage aux parents aussi. Ça fait plaisir. Allez, on est content d'être avec vous ce matin. Lorsqu'on parle de Ma, véritablement, il s'agit de quoi? Du Zénith de ce matin avec vous. Voilà, je vais garder le micro avec moi. Il n'y a pas de souci, Carlos Minoué et tout le monde. On va rentrer de plein pied dans la revue des réseaux sociaux. Isabelle Carole Zopette, que nous dit la toile ce matin? Alors, c'est une image qu'on a choisi de partager avec vous, ou encore que j'ai choisi de partager parce qu'elle justement elle fait le tour sur les réseaux sociaux. Une image via laquelle on sait qu'hier était jour de rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Et oui, les enfants qui ont renoué avec le chemin de l'école. Et hier, on a donc pu voir du côté du lycée de la Cité des Palmiers, c'est à Douala, le proviseur être en uniforme, justement un fait que n'ont pas manqué de saluer les internautes, eux qui ont pensé qu'il est toujours mieux de pouvoir prêcher par l'exemple, une situation pour montrer aux élèves comme quoi voilà la dimension, encore les dimensions que devraient avoir les tenues, parce que c'est un réel problème dans les établissements scolaires. Les jeunes qui se lancent aujourd'hui avec la tendance slim, où on a des jupes extrêmement serrées, des jupes tellement courtes, des pantalons extrêmement slim et qui ne sont pas amples, bref, qui ne respectent pas les mesures prescrites par les établissements scolaires. Ils ont donc choisi de pouvoir montrer aux élèves comment, quelle est la meilleure taille pour une tenue, quelles sont les dimensions qu'elle devrait avoir pour qu'un élève puisse être en bonne et due forme, comme le demande le lycée. Voilà. Madame professeure avec un enseignant, c'est pas... Elle avait un an. Son censeur. Son censeur. Au jeu. Voilà. La conformité de la tenue. Ça pose un problème dans les lycées et collèges de Extrêmement. La qualité de la tenue. Parce que nous avons les parents aujourd'hui qui se nourrissent aux télévisions, novelas et tout ça, qu'ils oublient. Mais oui, absolument. Absolument. Parce qu'on dit c'est slim. C'est slim. J'ai vu les slim. L'enfant n'arrive même pas à enlever la tenue. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on parle de tenue, on dit bien uniforme. Et moi, je n'ai pas eu la chance de porter les tenues parce que je n'ai pas atteint ce niveau-là. Mais quand on dit uniforme, on dessinait même les tenues. On dit 3 poches comme ça, 2 fentes arrière, ainsi de suite, ainsi de suite. La fille, jupe au-dessus de terre, ou si c'est un robe, on dit dessus. On donne des caractéristiques de ces choses-là. Et je voyais mes frères et sœurs qui avaient la chance d'y arriver, se conformer, on ne les a jamais chassés. Mais quand ceux qui deviennent parents aujourd'hui laissent leurs enfants aller là-bas alors que c'est eux qui ont payé ces tissus, ils ont payé la couture, et je ne comprends pas.
Après, on va leur dire que non, vraiment, c'est la démocratie. Apparemment, en matière de démocratie, chaque enfant peut mettre les slips. Je crois que c'est dès le premier jour qu'on commence à donner les indications aux enfants qui vont à l'école. C'est généralement les garçons qui sont au lycée ou les filles qui vous avez acheté une tenue normale et quelques jours après, ils vous ramènent une tenue comme Bomboka dit là, un peu trop serrée sur le corps, mais vous déchirez ça. Qui doit déchirer le parent? Non, mais elle descend de la maison. Est-ce qu'elle portait la tenue en route? Elle sort de la maison avec sa tenue. Oui, le premier jour, vous l'avez, mais ils rentrent généralement, ils s'arrêtent dans les ateliers de couture et ils donnent 300 à la couturière, on cintre le pantalon. Il faut être strict et très regardant sur ce sujet. Faites savoir à votre enfant que la tenue doit rester intacte. Si elle est trop large, à la limite, on diminue un peu pour que vous ne soyez pas comme un bouffon. Mais il ne faudrait pas que ce soit un slim parce que ce n'est pas une tenue de sortie. C'est un vêtement pour aller à l'école. Dites à votre enfant que le samedi, passé 15 heures, si la tenue n'est pas lavée, elle ne se lave plus. S'il ne lave pas ça, justement, avant 15 heures, la semaine prochaine, il part à l'école avec une sale. C'est ça honte. On ne lave pas la tenue les dimanches. C'est ça honte. Parce que s'il pleut. Si les parents ne commencent pas à faire ça le premier jour, mais après, on va raconter leur histoire ici. Cher Lamel, qu'est-ce que vous en dites-vous? Vous saluez l'initiative de la proviseure? La diversion. Ça me rappelle ma tenue, hein? Divertissement. Il faut faire parler. Comment faire parler de notre lycée? Mais c'est pas mauvais. Il faut parler du lycée, justement. On va faire, c'est mauvais. Mauvais. C'est très mauvais. Est-ce que vous êtes excessif là, monsieur Ngachou? Monsieur Michel Ngachou, lorsque vous arrivez à la rentrée, lorsqu'on venait inscrire l'enfant, la première chose qu'on donnait aux parents d'élèves ou à l'enfant, c'était le règlement intérieur. Collé sur votre reçu, on donnait le règlement intérieur. En rentrant à la maison, donné à ton père, le règlement intérieur était sur une copie. Derrière chaque bulletin, il y avait le règlement intérieur. Oui. Vous arrivez 30 minutes ou 5 minutes après la sonnerie d'entrée, fermeture du portail dehors. Après 4 ou 5 heures d'absence, on convoque vos parents à une tenue non conforme à celle prescrite. Vous êtes littéralement exclus. C'était écrit et on appliquait, M. Michel Ngachou. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin d'une proviseure comme elle, si elle veut être proviseure, c'est à la rentrée vous dit, on a doté l'établissement des enseignants compétents. Si vous vous rendez compte que les cours ne sont pas bien faits, venez me voir, mon bureau est ouvert. Nous avons doté l'infirmerie de matériels médicaux. Nous avons nettoyé. C'est ça ce qu'on attend de proviseur en début de rentrée. J'ai peur de dire non. Et c'est ce que nous avons eu l'habitude de vivre parce que nous avons... C'est ce que le proviseur de Daido a fait. Le proviseur de Daido, je lui tiens un coup de chapeau aujourd'hui. Elle a rassemblé les élèves, elle leur a dit voici comment ça fonctionne dans cet établissement. Où vous vous conformez, où vous êtes viré littéralement de l'établissement. Mais elle, celle-ci a tenu le même discours. Non, c'est la tenue qu'on a vue. Non, c'est la tenue qu'on a vue. C'est ce que je vous disais hier. Parce que vous avez pris la fiche de lyrique, on oublie ce qui a dit. Elle a tenu. En passant, on a trouvé l'échelle. Parce que justement, madame le délégué régional des enseignements secondaires a tenu, les mêmes professeurs du littoral ont tenu les mêmes éléments de langage. Ils ont eu un séminaire. Mais ici, justement, pour madame le proviseur, parce qu'à l'époque où vous parlez, Charles Lamel, on parlait de la communauté éducative. Les parents, les enseignants et les élèves étaient ensemble. Aujourd'hui, il y a démission des parents. Il y a brigandage ou alors, j'allais dire, délinquance des enfants. Où les enseignants se trouvent seuls devant la délinquance de nos enfants. Autre chose, madame le proviseur ne peut plus aujourd'hui dire aux délégués départementaux ou régionaux qu'il me manque 2 professeurs de philo. 2 ou 3 professeurs de maths et on lui envoie ces professeurs-là. Voilà. Parce qu'il y avait des professeurs qui étaient en complément d'effectifs dans nos délégations. Aujourd'hui, c'est les enseignants des parents. L'APE va enseigner. L'APE, c'est si. Donc, elle-même ne peut pas, y compris à son infirmerie. Il n'a même pas de bétadine et on ne lui donne pas le fonds pour acheter la bétadine au cas où un enfant aurait eu peut-être une blessure. On vous remercie, mais surtout la ligule. Là, c'est par la même battue qui nous fait savoir que l'échelle a été retrouvée à l'IRIG hier avant la réunion. L'échelle n'était pas loin. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est ça le directeur de l'IRIG. Je vous ai dit hier que c'est.
que ce sont ses collaborateurs qui gagnent les marchés. Qui savent Et c'est lui, la partie. il ne peut pas, au lieu de dire qu'il appelle les collaborateurs, vous qui avez gagné les marchés là, c'est où? Voilà, merci beaucoup. Voilà. Allez, D'accord. autre sujet, Comme ce quoi, matin, Isabelle Carole. le communiqué a porté des fruits. Absolument. On se connaît entre nous Camerounais, non? Voilà, on poursuit cette revue des réseaux sociaux avec cet autre fait qui domine également sur les réseaux sociaux. Décidément, il ne se passe plus un seul jour sans qu'on ne parle d'affrontement entre civils et hommes en tenue. Que se passe-t-il? Pourquoi cette montée en puissance de bagarre entre les deux? Je propose que vous regardez cette vidéo. On vient après peut-être proposer le commentaire. Et là, on peut voir ce spectacle désolant auquel ont assisté des passagers dans un car de transport en commun entre justement cet homme en tenue et ce civil. La vidéo est vraiment choquante de voir avec du sang qui découle sur le visage. Vous pouvez comprendre que c'était vraiment pas évident. Pourquoi il en arrive à de telles barbaries, à de telles situations? Eux qui sont censés protéger, des civils également qui sont censés respecter les forces de maintien de l'ordre. Ça aussi, est-ce qu'il faut qu'on le rappelle encore aux citoyens? Est-ce qu'il faut qu'encore aujourd'hui qu'on fasse des cours pour les éduquer sur des questions aussi sensibles et importantes la répétition comme est la mère de celle-ci? l'enseignement. Décidément, est-ce que ce sont les hommes en tenue qui n'arrivent plus à se faire respecter? C'est tout le monde. Je vous dis, vous êtes peut-être instruits, mais vous n'êtes pas éduqués. Je parle de nous, Camerounais. En général. Oui, il n'y a que 2% de Camerounais. Moi aussi, j'ai fait les statistiques. 2% de Camerounais qui sont éduqués. Les 98% sont instruits, mais ne sont pas éduqués. Absolument. Est-ce que c'est normal de voir les militaires en tenue dans les bars? Non. Pas du tout. Est-ce normal de voir les militaires se promener avec les Kalachnikov, aller être les vigiles dans des édifices? Pas du tout. C'est pas bon. C'est-à-dire, et ça reste, la sécurité publique revient aux forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire aux policiers, aux gendarmes. C'est pour ça qu'on apprenait aux citoyens la peur d'un arme et le début de commencement de la sagesse. C'est-à-dire quoi? Il a prêté serment pour protéger les biens et les personnes de la nation. Le citoyen, donc, il le voit, il doit respect. Et eux aussi, de l'autre côté, c'est pour ça que eux, ils ont les levées de couleurs tous les jours. Et ils ont le drapeau. Maintenant, est-ce que la devise paix, travail, patrie est enseignée? Est-ce que les citoyens savent ce que ça veut dire la devise? On va essayer de faire. Vraiment. Donc, moi, Michel Ngatou, je suis contre ce qui se passe. Et on doit respecter nos hommes en tenue, quoi qu'il en soit. Absolument. Mais aujourd'hui, croyez-moi, bon Bengan, les abus, on ne peut plus les compter. Je parle bien de ces hommes en tenue. Qui, parce que justement, il faut respecter le drapeau, puisqu'il aborde le drapeau sur lui. Il y a maintenant des abus en réalité. Il y a des complicités, que ce soit dans les commissariats, que ce soit, parce que le garçon, le monsieur qui a je vais dire, renvoyé un coup de tête au capitaine en question, bon Dieu, je voudrais comme une enquête pour savoir où il est maintenant. Et ce qui lui arrive en ce moment au monde. C'est pour ça que tout le monde mérite une éducation. Oui, justement. C'est justement pour Est-ce qu'au moins, le peuple camerounais peut demander qu'on lui dise ce qu'il en est de ce garçon aujourd'hui, pour que vous compreniez peut-être le revers de l'autre facette en réalité. Parce que moi je dis, il ne faudrait pas que des gens abusent quand même parce qu'ils sont, eux, militaires. Parce qu'ils sont gendarmes. Qui a d'abus? On ne sait pas où il a commencé. On ne sait pas. Voilà, nous on est en train d'analyser une spéculation. On peut spéculer, mais en réalité, je vous le dis parce qu'on sait, il y a des cas qu'on connaît. Il y a beaucoup d'abus en Bengal. Soit comme nous, on est là-dessus. Oui, mais beaucoup d'abus qui abusent, qui nous on ne sait pas. Qui peuvent se régler autrement. On voit seulement la bagarre. Qui peut se régler autrement. Oui, des abus qui peuvent se régler autrement. Charlamel. Monsieur Michel Ngatou, je pense que vous ferez 10 tours en France, 10 tours en Espagne, vous ne verrez pas hors des casernes un soldat en tenue se baladant, sauf s'il est en mission. Jusqu'en 82, c'était comme ça, ça se faisait au Cameroun. Aujourd'hui, on assiste à tous des militaires qui font le bensikin, des hommes en tenue qui font le bensikin, qui transportent, des hommes en tenue qui font le clando, Douala Limbe, Douala Banga, Douala Souza, Douala Edea, sans aucun problème. Aujourd'hui, on assiste à des hommes en tenue qui servent dans des bars,
qui se retrouvent à servir dans des bars. Avec des tenues, bien sûr. Avec des tenues. Ouais. Aujourd'hui, on assiste, on va le dire, à des personnes qui, même le dimanche, alors qu'ils ne sont pas en service, ils abordent la tenue. La tenue. On les voit dans tous les sens. Hier, à Bépanda, on a 4 personnes qui ont escroqué environ 65 000 francs à une rangée de colboxeurs, et c'était des hommes en tenue, des gendarmes, pour être plus précis, c'était des gendarmes, M. Michel Ngatchou. À Bépanda, vous dites. À Bépanda, je le dis, il y a des images, même des véhicules qui avaient des images. Il a fallu qu'on interpelle la compagnie de Ndungue, la gendarmerie de Ndungue, pour se rendre compte que ce ne sont pas des gendarmes, des éléments, mais plutôt que ce sont des faux gendarmes qui en ont sous le nom. Vous vous rendez compte donc qu'il y a tout un tas en termes de confusion dans lesquels on se retrouve avec des gens qui consomment, qui se disent parfois des gars du billet, qui ont les t-shirts noirs à tenue. Vous arrivez, ils sont en train de boire, ils disent qu'ils ne boivent jamais sans casser. Je ne sais pas si c'est comme ça, ça se passe dans le billet, ils ne boivent jamais sans casser. Ça finit toujours en bagarre derrière petite, bagarre derrière X. Je crois que c'est aujourd'hui aux forces, à la hiérarchie de l'armée de pouvoir réglementer ce secteur. Celui-là, c'est un capitaine, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est un capitaine qui, dans une zone, lorsque vous êtes en tenue, vous êtes face à un civil. C'est comme un maître de Shaolin devant Ngatchou. Monsieur Michel, il connaît à quel niveau il vous donne un coup quand vous tombez. Il a droit à la retenue. Juste pour avoir échangé avec vous. Ils ont toutes les techniques de combat. Il est déjà plus puissant que vous. Oui, déjà la tenue, il y a une supériorité entre lui et vous. Il travaille les techniques de combat, tous les hommes dans l'armée travaillent les techniques de combat pour neutraliser et qu'on sort. Quand vous vous retrouvez devant un civil qui lui vraiment, il ne vaut rien, il y a des expressions, il y a des mots. Et lorsqu'on sait que eux ils fonctionnent comme les fourmis maniants ou les abeilles, tu attaques un, dès que les autres confrères arrivent, on se jette sur toi. On veut toujours démontrer que vous ne valez rien. Il est temps que... Non, monsieur Michel Ngatchou, il y a des voix. Vous pouvez aller porter plainte à la CEMIL. Ceux qui ne savent pas. Attention. À la CEMIL, police militaire. Oui, monsieur Michel Ngatchou. Vous pouvez aller porter plainte à la sécurité militaire. Il suffit d'avoir son nom ou d'avoir son matricule. Là, ça ne prospère toujours pas. Combien de plaintes on a eu? On tape dessus. Non, je ne demande pas de taper, mais je dis, est-ce qu'il n'est pas important également d'interpeller la CEMIL en disant que lorsqu'il y a des plaintes contre les militaires qui ont été investis dans des abus, permettez au moins aux citoyens de se sentir honorés par cette justice militaire-là, au moins. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est la cellule, Bengal. La cellule psychologique de l'armée doit fonctionner. Je vous prends la route, comme vous allez à Yaoundé, hein, vous partez de la sous-préfecture Tinga pour la présidence, et vous savez justement que le camp militaire, la garde présidentielle n'est pas très loin de Mélène. Alors, il y a un convoi tous les jours qui ramène à manger à ces compatriotes qui sont dans la garde présidentielle. Quelque part à Tinga, je me souviens, il y a environ 10 ans aujourd'hui, il y a eu un accident où le monsieur qui transportait la bouffe de nos frères, il y a eu un accident avec un taximan. Croyez-moi, la bouffe, c'est... Alors là, les claquettes, de toute façon, on a commencé à le rosser sur place, même sans comprendre les motifs. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a trop d'abus. Un prêtre a été interné, M. Michel Ngatchou. Il a fait presque 6 mois à l'hôpital. Il avait été tabassé par les gars de la garde présidentielle à Mélène. Juste parce qu'on dit qu'il a obstrué. C'est-à-dire qu'il a traîné quand on lui a demandé de bouger avec le véhicule. Ça avait fait tout le cas. Ils ont toujours une cellule d'études psychologiques. Voilà. Justement, en recensant dans ces armées, ça contribue à ce qu'on appelle dans un pays normal la réconciliation de l'État et de la nation. C'est-à-dire que les citoyens se reconnaissent aux institutions qui encadrent leur épanouissement. Et ceux qui dirigent ces institutions-là savent jusqu'à quel niveau, quelles barrières ne doivent pas aller plus loin. Très bien. Voilà comment ça se fait. Ça existait dans ce pays. Les sapeurs-pompiers sont très calmes en même temps. On n'entend pas les sapeurs-pompiers. Je dis, on n'entend pas les sapeurs-pompiers. L'armée même de l'air, on vous entend pas. Un militaire, on peut tolérer pour un gendarme, un policier, mais un militaire en tenue, c'est dans les casernes. Quand ils sont dans leur jupe, dans leur jupe militaire pour aller faire. Mais quand ils quittent la maison pour sortir, il doit être en civil. Est-ce qu'on devrait plutôt avoir peur lorsqu'on voit l'homme en tenue ou être rassurer lorsqu'on voit l'homme en tenue? Parce qu'au Cameroun, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'on fait le procès
des hommes en tenue. Parce qu'il faut dire aussi que les citoyens sont irrespectueux et irrévérencieux. Certains. Comme certains, Bien Michel sûr, aussi, bien sûr. de la même façon. Parce que, avec la tendance, même inconsciemment, les gens le font. Avec la tendance qui met en scène aujourd'hui les forces de maintien de l'ordre et autres là, c'est chacun qui dit, moi je suis fort, si un me tente, je vais lui faire ça dur. Moi, c'est simplement l'impression que j'ai. Et le problème encore que j'ai avec ce vidéogramme, c'est que les hommes sont dans un bus et les gens ne séparent pas la bagarre. C'est facile? C'est évident? Qu'est-ce qui n'est pas facile? Ok, d'accord. Donc, vous êtes en train de bagarrer, on est ici, vous et moi, on Vous bagarre, avez les vu gens doivent rester vous avez vu les tranquilles images de et ne pas Kribi. séparer. Vous avez vu les images de Kribi où cet agent de la garde pas présidentielle a sorti le couteau. Oui. C'est encore sur Facebook. De transport. Il a sorti un couteau, un poignard Ceux-ci qui avaient un pouvait couteau. aller osé séparer. s'élever. Qui pouvait. C'est pas Vous évident. parlez d'un couteau, moi je parle de deux hommes qui s'emploient. Oui. On ne peut pas les séparer Non, parce que ce on n'est est pas d'accord facile. qu'il faut les Ça séparer. dépend. Mais si Non, et quelqu'un n'oubliez pas que tombe, les vidéos. Si vous Non, monsieur séparez, Michel si vous Gachou. séparez plus tard, lorsqu'on Monsieur est devant Michel les Gachou. tribunaux, on Ne vous dites dira pas Monsieur ça, Michel ne Gachou. dites pas ici. Je Ne vais vous dites dire, pas monsieur ici. Michel Parce Gachou, que si on n'a quelqu'un- jamais filmé le premier coup de Bon. poing. On D'accord. n'a jamais filmé le premier coup de poing. On peut- Sur on doit Facebook, séparer. écoute-moi, Dominique Est-ce qu'on Audrey. doit séparer On n'a la bagarre? jamais filmé le premier coup de poing. On n'a jamais filmé il y a eu la fin d'une d'une bagarre. histoire, voilà. Il y a souvent eu des gens qui ont essayé. C'est face parfois. Observez bien les vidéos. Hein. C'est face à celui qui ne veut pas lâcher. Quand vous voyez la caméra tourne tout le temps, on est sur la personne qui ne veut pas lâcher. Moi, j'ai sur le Facebook d'études, Voilà. sur les Ah, différents mais c'est- on a vu bandes un vidéo. motoboy venir séparer, non? Un mode On n'a pas vu un motoboy venir séparer. on n'a pas vu des gens- Il faut on n'a pas dire vu aux des gens citoyens- perdre la il faut vue dire aux parce qu'ils allaient citoyens séparer une d'être bagarre. éduqués. On a vu des gens perdre un membre voudrais simplement parce qu'ils allaient d'accord. séparer une dispute. Merci. Ok, On le dit il faut la faire morale- attention. Non, non, La On doit morale, porter assistance, laissez les gens certes, bagarrer. mais il faut Bon, faire non, attention. c'est parce qu'on a Il faut dit- utiliser des Non. actes. Il faut éduquer la C'est parce qu'on population. a dit, Dominique, on n'a pas demandé aux gens Les d'aller citoyens Permettez, doivent respecter permettez, Audrey, aussi les permettez, gens. Audrey. Parce que Mais les gens c'est- ont c'est la permettez. sale C'est de bouche. ça qu'on parle. C'est de ça. Mais vous connaissez, vous et moi, l'État et la nation. vous connaissez, C'est vous et moi, ici au bon. Cameroun, que lorsque vous avez un problème, vous êtes le plaignant. Même quand c'est vous qui avez tort, au commissariat, automatiquement, vous avez raison. Hein. Qu'elle dit automatiquement, c'est pour dire que même s'il y a des éléments qui sont contraires à cela, je vous dis au Cameroun, même quand vous avez Il faut tort, nuancer. même quand vous avez tort, vous arrivez au commissariat, c'est vous le plaignant qui avez d'abord raison. On ne sait même pas mener une enquête pour comprendre réellement que Michel est-ce que Gachou, ce qu'il il nous dit faut est vrai ou pas. nuancer, il faut Deuxième chose, nuancer. pour finir Dominique, le militaire en question, sans faire son procès, vous irez séparer, le calmer, et après, devant, il vous dira, vous étiez des complices. Et connaissant justement la solidarité du corps de l'armée, on vous prendra et vous Dans vous un embarquerez. bus. Mais je vous dis, tout est possible dans ce pays, Dominique Audrey. Franchement, si vous dites ça comme ça veut dire que ceux qui font bien ou bien ceux qui ne réagiront pas comme ça, on les met Dominique, tous dans la vous masse. me demandez souvent, c'est sur hors du Cameroun, Il n'est-ce faut pas? nuancer, Je vous dis il souvent faut que je suis au nuancer. Cameroun et Tout on le connaît monde ne l'égalité. fait pas de la même façon. Mais Il on faut l'a dit, on n'a nuancer. pas dit On que a tout dit. l'armée, tout le corps n'a On a pas dit dit. tout le monde. Mais vous avez vu ce qui s'est Vraiment. passé à côté de l'Assemblée nationale. Lorsque David Eboutou a trouvé les passeports, les gens vous ont dit quoi? On voyait ça là, monsieur Eboutou. Vous pouvez prendre. Si nous, on prenait pour aller déposer, on allait dire que nous avons cambriolé. C'est Voilà. pour ça qu'on a laissé. Effectivement. Donc voilà Donc, ce il y dans quoi on vit a au un type de Cameroun. comportement aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de la réconciliation de l'État et de la nation. Merci beaucoup, Bonbon. Allez, on va saluer Consti, l'ami qui est avec nous ce matin. Et là, vous nous parlez de Sorepco. Consti, bonjour, bienvenue. Alors, Bienvenue. bonjour. Ah ben je vais être... Répondez très bien. Merci beaucoup, Consti Lamine, d'être passé encore là ce matin. Et rappelons bien sûr nos téléspectateurs que demain, on fera un effort bien sûr d'avoir un regard un peu plus impliqué dans l'affaire de la jeune Mirabel. En même temps, on aurait dû en parler ce matin, mais rassurez-vous, on reviendra là-dessus demain. Et surtout, comprendre ce qui s'est passé à l'hôpital de Nilon, Saint-Paul ici à Douala. Madame, monsieur, merci de rester des nôtres. C'était 10 de Zénith en compagnie de Charles Amel Bathiou, Isabelle Carozoupet, Bomo Bengan Kandje et Dominique Audrey. Nous saluons affectueusement toute la partie technique ce matin, chapeautée, couronnée, orchestrée par Emmanuel Wapi, Carlos Minoué et Dalachana derrière les caméras. À demain, 10h.